Alors, est-ce que je peux partager? Je vais essayer de partager ma fenêtre. Alors, ça ne fonctionne pas quand je partage. Si c'est plus simple pour toi, tu me l'envoies et je partage à mon niveau. Oui, je peux faire ça, mais ça me bloque quand j'essaie de les partager. Euh, ok, alors attends. Désolé pour le petit. Si je fais ça. Non, pas de souci, Boris. Pendant ce temps, pour ceux qui nous ont rejoints, alors, attends, on me donne une solution peut-être qui consisterait à te donner la Ouais. main. Mais moi, j'ai pas Moi, ça l'impression. partage de mon côté. Est-ce que vous voyez ou pas la C'est en présentation? train d'arriver là. Il On a fallait vu que la. j'autorise les réglages dans mon Mhm. ordinateur. Ok, là c'est bon. On le voit bien à l'écran là. Bon, mais parfait. Donc, je vais commencer. Simplement, je vais la mettre en grand si j'y parviens. Voilà, très bien. Euh, donc, je vais vous parler donc, dans ce séminaire, tout d'abord, un peu des grands enjeux de la transition énergétique. J'imagine qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez évidemment déjà des idées et déjà vu par ailleurs d'autres intervenants qui ont pu évoquer la question, mais je vais revenir un peu sur les grandes lignes de cette transition énergétique, les grands enjeux, avant d'avancer sur finalement les outils de cette transition, les leviers, les rôles de l'action des citoyens, et puis les différentes innovations, les différentes choses qui se mettent en place pour essayer de lever un peu les freins à cette participation citoyenne. Alors pour commencer, ce graphique qui représente la hausse des températures, donc qui provient du rapport central de l'Agence internationale de l'énergie, le World Energy Outlook. Dans ce graphique, on voit qu'effectivement, les températures augmentent régulièrement hein, depuis l'ère pré-industrielle. Donc là, on n'a que la partie depuis la deuxième moitié du XXe, mais on voit bien qu'on est sur un réchauffement croissant hein, qui a tendance à s'accélérer. On est aujourd'hui sur 1,5 degré de réchauffement dans les années récentes. Alors, il faut faire attention avec ces chiffres. Il faut évidemment regarder plutôt les moyennes décennales. Hein, c'est ce qu'on recommande de faire, notamment le GIEC. Si on regarde les moyennes décennales, on est plutôt autour de 1,2, 1,3 degrés de réchauffement. Et ce qui veut dire qu'on est assez proche déjà de la cible des 2 degrés et encore plus de celle du 1,5 degré préconisée par les experts du GIEC. Et cette augmentation des températures, elle est liée principalement à l'augmentation de l'usage des énergies fossiles qui génèrent des émissions de CO2. Et on voit, c'est la ligne orange hein, qui est représentée ici, que cette consommation d'énergie fossile, elle se traduit effectivement par des émissions croissantes qu'on a bien du mal à freiner. On voit qu'il y a essentiellement deux moments hein, dans les années récentes où ces émissions de CO2 liées aux énergies fossiles ont diminué. C'est au moment de la crise financière de 2008, on a eu une baisse de 1,5%, et plus récemment la crise du Covid-19 où les émissions ont baissé de quasiment 6%. Et dans les années récentes, c'est finalement les seuls moments où on a observé une baisse des émissions. On, on peut nuancer en disant qu'on a quand même un ralentissement de ces émissions qui est permis notamment par l'essor des énergies renouvelables, mais c'est insuffisant à l'heure actuelle à enrayer l'augmentation des émissions et se traduit vraiment par une baisse des émissions de CO2 liées à l'énergie et par un début de découplage vraiment de la croissance économique et des émissions. Pour l'instant, ce découpage il est partiel, on ralentit la croissance d'émissions, mais ce n'est pas suffisant. Ce graphique-là, il est tiré du Global Carbon Project. Il vous montre la mécanique qui conduit à cette augmentation des émissions de CO2 et à l'usage des énergies depuis le début hein, de l'utilisation de l'énergie, où essentiellement l'énergie reposait sur l'usage du bois. Ensuite, on est passé au charbon, hein, qui a été dominant dans le système énergétique, pas comme on le pense au moment de l'invention de la machine à vapeur, mais plutôt bien plus tard, hein, lorsque on a commencé systématiquement
à utiliser le charbon plutôt autour du 20e, avec l'arrivée de la locomotive, etc., de la machine à tisser, qui a aussi connu un essor important par la suite. C'est à partir de ce moment-là où finalement le charbon est vraiment devenu dominant. Le pétrole a commencé à se rajouter au charbon à partir de la deuxième partie du 20e surtout, puis le gaz, l'électricité, etc. Et on voit que finalement, c'est cette mécanique de l'accumulation qui a été souvent discutée. Hein. Lorsqu'on développe de nouvelles sources d'énergie, elles ne se substituent pas aux sources précédentes, mais elles viennent s'ajouter pour accroître la quantité d'énergie disponible par tête. Et ce qui se traduit ici, lorsqu'on est sur des énergies fossiles, comme ça a été le cas jusqu'à présent par le passé, ça se traduit par une augmentation des émissions de CO2 liées à l'usage énergétique qui représente aujourd'hui à peu près 90% des émissions de CO2 et les 2 tiers, je dirais, un peu plus des 2 tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et donc tout l'enjeu, c'est de réussir à faire en sorte que les énergies renouvelables viennent non pas se rajouter à ces énergies fossiles pour accroître notre consommation d'énergie par tête, mais se substituent aux énergies fossiles pour pouvoir réduire les émissions de CO2 et enclencher ce désempilement, qui pour l'instant tarde à arriver, même si encore une fois, on est sur un ralentissement de la croissance des émissions. Là, on a les derniers scénarios du GIEC dans son rapport de 2021 qui nous dresse un peu les trajectoires possibles d'évolution des émissions. On a, vous le voyez sur le graphique du haut, 2 scénarios d'évolution forte des émissions de CO2 où les émissions, on part de 40 milliards de tonnes d'équivalent CO2. On est sur du CO2, pardon, 40 milliards de tonnes de CO2 là en 2015. Ces émissions pourraient doubler, soit en 2050, c'est le scénario du pire, soit plutôt à la fin du siècle. Ça se traduit par des réchauffements au-delà de 3 degrés, hein, jusqu'à 5-6 degrés. On a un réchauffement intermédiaire où on est entre 2 et 3 degrés. C'est le scénario orange. Ici, on voit que les émissions continuent de croître et commencent à décroître à partir de la deuxième moitié du 21e siècle. C'est le scénario plutôt sur lequel on est, même si on s'approche sans doute plus d'un scénario où on aura un réchauffement de 3 degrés à la fin du siècle. Et enfin, 2 scénarios, ce sont les scénarios bleus, qui sont compatibles avec des réchauffements de 1,5 degré et de degrés. Dans ces scénarios, les émissions de CO2 plafonnent immédiatement pour diminuer de manière importante et soit atteindre une neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on n'émet plus en net de tonnes de CO2, les émissions brutes sont absorbées par les puits de carbone naturels, ce qui se produirait dès 2050, dans ce cas-là on est sur le 1,5 degré, ou plus tard, dans la deuxième moitié du 21e, et on aura un réchauffement qui serait autour de 2 degrés. Donc on voit que pour l'instant, on est plutôt sur une trajectoire autour de 3 degrés que de 1,5 degré ou 2 degrés. C'est ce que se confirme ce graphique de l'UNEP qui a été fait l'an dernier, où on voit que finalement, les émissions, les politiques actuelles qui sont issues de l'accord de Paris, ces politiques actuelles permettent de s'éloigner des scénarios tendanciels qu'on observait avant l'accord de Paris de 2010, on est plutôt sur des scénarios, on voit de réchauffement ici à 4 degrés. On est maintenant sur cette ligne en bleu, les politiques actuellement mises en œuvre de 2,9 degrés, donc proche du 3 degrés. L'accord de Paris, s'il était mis en œuvre, conduirait à des réchauffements entre 2,4 et 2,6 degrés. Donc on dépasse les objectifs de réchauffement de 5 et évidemment de 2 degrés. Donc on a quand même un infléchissement assez significatif par rapport aux trajectoires passées. La mise en œuvre des engagements des États au titre de l'accord de Paris conduirait, qui sont révisés régulièrement, on les a révisés il n'y a pas longtemps, on les révisera l'an prochain à Belém, conduirait à faire baisser ces émissions de manière importante encore par rapport aux politiques qui sont mises en œuvre actuellement, mais même la mise en œuvre complète de ces scénarios, si on met le conditional NDC ici en œuvre, on voit bien qu'on est toujours sur un réchauffement qui est plus important et l'écart par rapport au scénario de 2,5 et 2 degrés, qui sont représentés par les 2 lignes ici en rouge et en rose ici, montre qu'il faudrait réduire davantage les émissions. Alors pour le 2 degrés, ça implique de faire 11 à 14 millions 14 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires et le scénario 1,5, il faudrait quasiment aller réduire de 2 fois plus encore les émissions. Donc on est loin quand même des objectifs, même si il y a évidemment du mieux dans la conduite des politiques climatiques et c'est l'objet de l'accord de Paris d'avoir cet effet cliqué dans les décisions, mais qui tarde un peu à faire que les pays prennent la bonne direction. Alors, il y a des questions qui arrivent, je ne sais pas si on les prend directement en charge, Roland. Tu me dis Non, à la non, je fin. préfère voilà, à la fin, comme ça au moins tu peux libérer. Peut-être que certaines questions vont avoir leur réponse durant ta présentation.
Euh, Ici, on voit finalement le temps qui nous reste, puisque la lutte contre le changement climatique, c'est une course contre le temps. On voit sur ces trois camemberts la répartition des budgets carbone selon qu'on cherche à atteindre avec 50% de chance le 1,5 degré, le 1,7 donc au milieu, ou le 2 degrés qui est à droite. Ces budgets carbone regardent finalement le budget total carbone qui est compatible avec les différents réchauffements, ce qui a été émis jusqu'à présent, et donc en divisant le flux d'émissions annuelles par le budget restant, on a une idée du nombre d'années qui nous reste avant de dépasser les objectifs. On voit que pour le 1,5 degré, on est à 6 ans de budget carbone, donc on avait 2650 milliards de tonnes, il nous en reste 235. Évidemment, 6 ans, ça veut dire qu'on va vraisemblablement, sauf circonstances exceptionnelles, dépasser cet objectif de 20,5 degrés. Pour le 2 degrés, on est plutôt sur une moyenne de 27 à 30 années, ce qui veut dire qu'il y a des probabilités qu'on le dépasse si on ne change pas drastiquement nos trajectoires d'émissions. Et l'enjeu, ce sera de revenir d'ici la fin du siècle, puisque l'engagement de 2 degrés est à la fin du siècle, de revenir par des politiques plus importantes par la suite sur ce 2 degrés. Mais voilà, le défi reste important. Alors maintenant qu'on a parlé un peu de ces enjeux, l'idée c'est de regarder quels sont les leviers. Ces leviers, ils sont connus. C'est d'abord les énergies renouvelables. C'est ce que développe massivement aujourd'hui la plupart des pays dans le monde et qui permet, pour l'instant, comme je disais, d'amorcer un infléchissement des émissions, un ralentissement en tout cas de la trajectoire, comme le prévoit l'Agence internationale de l'énergie dans son scénario, ici du World Energy, enfin, dans son rapport du World Energy Outlook. Quel que soit le scénario finalement aujourd'hui, on va vers un triplement, voire une multiplication par 4 ou par 5 des capacités renouvelables installées. On le voit sur le graphique de gauche, qu'on soit dans le scénario, le STEP, c'est les politiques qui sont en place, le APS, c'est ce qui est prévu dans le cadre de l'accord de Paris, et le NZI, c'est le scénario qui est compatible avec la neutralité carbone à 2050. Dans le cadre de ces trois scénarios, on voit que de toute façon, on va miser sur un recours important des énergies renouvelables, qui devra évidemment s'accélérer un peu plus avec le scénario de NZI qui est en vert par rapport au scénario actuel qui est en bleu. Mais d'ores et déjà, on investit beaucoup dans les énergies renouvelables et il va falloir investir encore davantage, puisque d'ici à 2030, il va falloir multiplier par entre 3 et 5 les capacités renouvelables selon le scénario dans lequel on est. Donc ça, c'est le premier levier, celui qu'on a déjà commencé à faire et qui permet de réduire l'usage des énergies fossiles. Le deuxième, c'est celui de l'intensité énergétique. C'est celui qui pêche un peu, même si là aussi, on voit qu'on a des progrès qui sont faits. C'est ce que montre le rapport de gauche, le graphique de gauche, pardon. On est sur une efficacité énergétique qui s'améliore de l'ordre de 1 à 2% par an. Il va falloir faire 2 à 3 fois plus, aller plutôt sur des gains d'efficacité énergétique de l'ordre de 4% pour s'assurer finalement que la croissance de la demande est effectivement couverte par des énergies renouvelables et que les énergies renouvelables sont suffisantes pour répondre donc à cette demande supplémentaire. Si on a des énergies renouvelables qui progressent, mais en même temps que la demande d'énergie progresse plus fortement, ben là, ça ne suffira pas à compenser finalement cette demande, les renouvelables, et on va avoir besoin de s'appuyer encore sur un socle important de fossiles. Donc c'est finalement la deuxième jambe de cette transition énergétique. Il faut d'un côté décarboner en développant les énergies renouvelables et de l'autre développer l'intensité énergétique, l'efficacité énergétique pour faire en sorte que les énergies renouvelables se substituent bien aux énergies fossiles. Et on voit que c'est ce que montre le graphique de droite, c'est cette efficacité énergétique, ces gains d'efficacité énergétique vont se répartir à la fois par les investissements qui vont être réalisés dans les technologies, dans les matériaux, par le recours à l'électrification, qui là aussi permet des gains importants par rapport aux thermiques, que ce soit dans le transport, que ce soit dans le chauffage des bâtiments. Mais on a aussi, on le voit sur la partie violette, un petit effet, en tout cas qui est identifié par les experts de l'AIE sur ce qu'on appelle le behavior, les comportements. Et donc, si on veut atteindre le NZI, il faudra également qu'on ait un changement des comportements qui ne passera pas uniquement par la technologie ou par l'électrification. Donc ça, c'est parmi, je dirais, les deux leviers principaux de cette transition, d'un côté les renouvelables, de l'autre l'intensité énergétique. Et enfin, le levier des comportements individuels, qui est le troisième. Donc là, c'est un rapport qui a été publié il y a quelques semaines, quelques mois, par le World Resources Institute, le WRI, dans lequel ils identifient finalement les principaux leviers à destination des citoyens pour pouvoir réduire les émissions avec différents scénarios. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais l'idée ici, ils vont comparer ce qui est projeté
en termes théoriques ce que pourraient représenter les efforts des citoyens, les changements de comportement dans la réduction des émissions dans différents secteurs, que ce soit dans le transport en bleu, au niveau de l'énergie en orange ou dans les changements des comportements de consommation, notamment vis-à-vis de la nourriture en vert. Et on voit que tous ces changements cumulés pourraient représenter une réduction de l'ordre de 7,2 tonnes en moyenne par habitant par an, ce qui veut dire que ça fait plus que la moitié des émissions par tête de la Chine, plus que la moitié, bien plus que la moitié d'ailleurs des émissions par tête de la Chine, plus que la moitié des émissions par tête des États-Unis, puisqu'on doit être autour de non, on doit être autour de 16 tonnes par an. Donc, on est à peu près à la moitié des émissions par tête des États-Unis. Voilà, c'est un peu plus haut ici. Et donc, ça représente quand même un gain qui peut être important. Hein. Notamment, on le voit, si on passe des véhicules fossiles thermiques à l'absence de véhicules, ou si on développe les véhicules électriques, c'est le shift to car free ici en bas à gauche. Bon, on voit on fait déjà une grande partie de l'effort, hein, quasiment 2 tonnes par habitant par an. Si on réduit le recours à l'aviation, là aussi, on va rajouter 1 tonne. Donc, on est déjà quasiment à la moitié de l'effort. Donc, rien que sur le transport, avec des changements évidemment drastiques ici, on peut avoir un effort qui est important et donc enclencher des réductions qui sont significatives. Maintenant, ils ont essayé par des expérimentations, par des travaux d'économie expérimentale notamment, de voir dans quelle mesure ces changements théoriques pouvaient être mis en place. Et lorsqu'on fait cet exercice, on s'aperçoit en fait, c'est ce que leurs travaux montrent, que les réductions effectives sont 10 fois moins importantes. On a seulement 10% de cet impact effectif qu'ils appellent. On est à 0,73 tonnes, c'est la colonne de droite ici, donc à peine 1 tonne, moins d'1 tonne par an, par habitant, ce qui veut dire que les actions individuelles sont importantes, mais seules, isolées, elles ne suffisent pas évidemment à décarboner l'économie et il va falloir surtout les accompagner pour les inciter, les encourager, les canaliser pour pouvoir faire en sorte que ce soit un levier important, je dirais, de la transition. Alors maintenant qu'on a vu un peu maintenant qu'on a vu les enjeux de cette transition, les différents leviers au niveau des citoyens et les leviers plus macro liés aux renouvelables et à l'efficacité énergétique, les instruments économiques, du moins les instruments publics qui sont associés à cette action climatique, ils sont de plusieurs sortes. On a pour habitude de séparer notamment ce qu'on appelle les instruments type command and control, les normes et les réglementations, des instruments plutôt d'ordre fiscaux, économiques, qui ne vont pas envoyer les mêmes incitations. Donc les normes et les réglementations, il y en a toute une sorte, tout un tas en Europe et en France. On a évidemment les obligations d'achat pour les certificats d'économie d'énergie, les réglementations thermiques des bâtiments, les zones à faible émission. Toutes ces normes et ces réglementations, elles ont l'avantage d'être très efficaces si elles sont applicables, s'il n'y a pas un coût du contrôle qui est démesuré, et donc des incitations à contourner cette norme, et si évidemment il y a des alternatives qui sont accessibles à des coûts qui sont à peu près corrects et acceptables. C'est pas toujours le cas évidemment, on le voit notamment avec les zones à faible émission qui ont fait l'objet d'un vote contre au Parlement français récemment, et beaucoup de collectivités sont en train de chercher à reculer ou à retarder leur mise en place. On voit bien que les normes ont des coûts qui peuvent être importants, et notamment, j'en reparlerai par la suite, mais des coûts cachés qui peuvent être importants. Ces normes peuvent être potentiellement très efficaces, mais la contrepartie, effectivement, c'est que dès lors qu'elles vont avoir des coûts très importants, mais elles vont susciter des oppositions qui sont fortes, ou elles vont être contournées, et on n'a pas toujours les possibilités de contrôler efficacement ou à des coûts qui sont raisonnables la bonne application de ces normes. Donc généralement, les économistes privilégient, ou du moins en complément, recommandent la mise en place d'instruments de type plutôt économique qui peuvent se décomposer en deux familles d'instruments. On a d'un côté plutôt la fiscalité carbone, la fiscalité environnementale et les subventions, et de l'autre, les permis d'émissions échangeables. Alors, la fiscalité, on la pratique en France, sur le carbone, du moins, depuis 2014. On a la contribution climat-énergie qui a été introduite par une augmentation de l'assise sur la fiscalité des combustibles, sur les carburants utilisés dans le transport, mais aussi le charbon, le gaz également, qui ont vu leur assise rehaussée. Et cette fiscalité énergétique, elle a le grand avantage d'envoyer une incitation
forte aux agents économiques puisqu'elle modifie le système des prix relatifs. On va augmenter plus fortement les biens qui génèrent des émissions de CO2 et donc du dommage pour la collectivité et inciter les acteurs à se détourner de l'usage de ces biens, de ces ici, énergies fossiles qui génèrent des, des émissions et du changement climatique. Euh, la contrepartie, c'est qu'évidemment, il y a des coûts qui sont potentiellement importants et qu'il y a aussi, cette fiscalité peut susciter un rejet. Et on l'a vu notamment lors de l'épisode des Gilets jaunes, j'y reviendrai aussi juste après, donc je ne vais pas trop développer, mais cette fiscalité carbone, en tout cas, elle existe en France, elle a été mise en pause fin 2018 à la suite du mouvement des Gilets jaunes et elle peut potentiellement servir de puissant vecteur de décarbonation de l'économie autant qu'il existe des alternatives disponibles. Et c'est là tout l'enjeu et tout le problème de l'époque lorsqu'on a mis en place cette taxe carbone. En contrepartie des fiscalités, on peut avoir aussi de la fiscalité négative, c'est des subventions. On le pratique depuis longtemps en Europe, depuis le début des années 2000 pour le soutien de l'énergie renouvelable. On le met en place également pour le soutien à la rénovation thermique, pour l'achat de véhicules propres. Ouais, ici, on va plutôt que de pénaliser les pollueurs, on va inciter ceux qui adoptent un comportement vertueux en leur versant des subventions, des aides, etc. À côté de ça, il y a les permis d'émission échangeables, donc c'est les systèmes de quotas de CO2 qui existent en Europe depuis 2005. On va fêter cette année les 20 ans du marché européen des quotas qui plafonnent les émissions de près de plus de 10 000 installations industrielles, principalement dans les secteurs de la combustion d'énergie et notamment l'électricité, qui est l'un des premiers secteurs qui a été soumis à ce marché européen des quotas et pour lequel on a fait payer les quotas de CO2. Ce système, il va être étendu à partir de 2027. On va créer un nouvel ETS séparé qui va couvrir demain l'usage de l'énergie, des énergies fossiles dans le bâtiment, dans le transport routier. D'où là aussi l'intérêt d'avoir en France cette taxe carbone, puisque ça permet d'anticiper la mise en œuvre de l'ETS2 sur le transport routier notamment. Et on en reparlera, mais l'avantage de ces mécanismes de tarification carbone, c'est qu'ils permettent de soulever des fonds pour pouvoir ensuite faire des redistributions. Et on a ensuite tout le volet sur l'information, la transparence, la CSRD, la taxonomie verte, etc. Je ne passe pas trop de détails de temps là-dessus, mais voilà, ça fait partie des dispositifs qui existent pour accompagner cette transition, informer sur la transition. Alors, le grand enjeu de ces politiques de transition énergétique, c'est ceux de leur acceptabilité. Pardon. J'ai mis ici sur l'image de droite une photo du mouvement des Gilets jaunes qu'on voit ici à Paris. Évidemment, la transition énergétique, dans la mesure où elle va engendrer des transformations profondes des sociétés, à la fois de la façon dont on produit, on transforme, on transporte l'énergie, la façon dont on l'utilise. Ça va transformer les métiers, les paysages, notre façon de se déplacer, etc. Donc évidemment, ça va modifier en profondeur notre fonctionnement et nos habitudes, nos modes de vie. Et ça va aussi générer des coûts importants pour les ménages et les entreprises. Il y aura évidemment des bénéfices, il y aura des bénéfices qui vont être parfois plus lointains, pas concerner les mêmes catégories de population que ceux qui vont faire face à des coûts importants. Et donc, elle génère une montée des oppositions, cette transition, qui se manifeste de manière assez importante pour les projets d'énergie renouvelable et d'infrastructures énergétiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des retards qui sont dans le nucléaire, mais il y a également des délais très importants dans les projets renouvelables, alors qui sont pas tout à fait pour les mêmes raisons, mais il y a des oppositions assez fortes, notamment dans l'éolien en France, et il faut à peu près une dizaine d'années pour faire sortir un projet éolien de terre. Et donc, on voit qu'il y a cette opposition des sociétés et des citoyens qui est de plus en plus forte. Et donc, il va falloir trouver des nouveaux moyens de faire en sorte que les citoyens soient acteurs de cette transition, se l'approprient, en perçoivent les bénéfices de manière plus directe, les intérêts pour eux de les mettre en place, etc. Donc, il y a cette montée des oppositions, je dis, face au projet d'énergie renouvelable, mais on le voit aussi plus généralement à tout ce qui va être considéré comme de l'écologie punitive. Genre, je sais pas, la taxe carbone, des zones à faible émission, mais également le cas et c'était un peu le cas des Gilets jaunes aussi, et de la ZFE. Il y a une partie des gens qui vont subir ces changements et qui n'auront pas le choix que de s'y conformer parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens ou les alternatives sont trop coûteuses, mais il y en a aussi qui considèrent que voilà, c'est liberticide et c'est finalement une atteinte à leur liberté de se déplacer.
On peut penser aussi à l'interdiction des feux de cheminée qui sont un bon exemple. Donc il y a cette opposition qui est forte, ce qui fait que l'acceptation sociale, l'acceptabilité de ces projets d'énergie renouvelable est un défi très important des politiques de transition énergétique. On ne pourra pas faire cette transition sans le soutien des citoyens, qui sont par ailleurs un potentiel très important de réduction des émissions. Et donc pour réussir cette transition, ça requiert à la fois d'avancer sur les volets de l'information, de l'implication des citoyens et de la prise en compte des effets distributifs des politiques publiques. C'est ce que montrent la plupart des études. Donc là, j'ai cité quelques exemples d'innovations qui permettaient de favoriser cette acceptation des projets. Il y a tout d'abord des nouveaux modes de financement et de gouvernance des projets énergétiques qui se mettent en place. On peut penser au financement participatif des projets d'énergie renouvelable. C'est le cas lorsque des citoyens vont pouvoir investir dans des projets en prêtant leur argent. Donc là, c'est le cas des financements en dette par les citoyens, où finalement, plutôt que de prêter notre argent ou de le laisser sur notre compte bancaire, on peut prêter cet argent par des investisseurs qui vont développer des projets d'énergie renouvelable et en tirer des rendements qui peuvent être parfois plus importants aussi que les projets. Les projets, je dirais, bruns, les projets actifs, qui sont dans des actifs fossiles, qui vont venir ici, en principe, qui devraient voir leur rentabilité baisser à mesure qu'on va accroître la tarification du carbone. C'est les opérations d'autoconsommation collective aussi qui se mettent en œuvre et qui vont permettre de pouvoir faire en sorte qu'au sein d'un territoire, dans des collectivités, on puisse avoir des acteurs qui souhaitent partager de l'électricité, notamment. On peut penser à des coopératives d'énergie, des communautés énergétiques qui peuvent prendre la forme d'opérations d'autoconsommation, mais qui sont aussi plus larges quand on passe coopérative ou communauté énergétique, où là, on va à la fois investir dans des moyens de production, mais également dans le partage de la consommation, dans les moyens de stockage, où là, les citoyens, ils investissent pas seulement, ils prêtent pas seulement leur épargne, ils vont également investir en capital en propre et partager les bénéfices des projets d'énergie renouvelable. Et en même temps, ça favorise aussi, je dirais, l'intégration des renouvelables dans les systèmes énergétiques, puisqu'on va notamment réduire les reflux d'électricité vers les réseaux de transport en faisant en sorte que l'électricité autoproduite sur le territoire puisse être consommée à proximité. Alors, l'autoconsommation collective, c'est 2 kilomètres, mais c'est des choses qui sont appelées évidemment à évoluer, notamment également avec l'appui des technologies. D'autres solutions, c'est celles qui vont viser à garantir un partage plus équitable des bénéfices des projets. Alors, c'est en partie le cas des coopératives et des communautés énergétiques où là, on investit et on partage les bénéfices. Mais on peut penser, par exemple, que les acteurs qui arrivent avec des gros projets d'énergie renouvelable puissent ouvrir une partie de leur capital aux citoyens locaux. Donc ça, c'est des choses qui se pratiquent dans des pays européens notamment, qui n'est pas encore la règle en France, mais qui pourrait soit devenir, je dirais, une habitude, soit éventuellement être instaurée par des réformes des règles applicables aux projets d'énergie renouvelable, prévoir que pour des grands projets, il y a une partie du capital qui soit réservée finalement aux acteurs locaux. On se rend compte aussi que les agents, les ménages sont très soucieux finalement de pouvoir bénéficier des gains de ces projets d'énergie renouvelable. Ce qui peut se faire, et c'est l'une des demandes souvent qu'on voit apparaître régulièrement, c'est le fait de pouvoir avoir des tarifs préférentiels sur la facture d'électricité. Ce qui n'est pas sans soulever des questions d'équité, parce que finalement, pourquoi ils bénéficient de tarifs spécifiques sur leur facture, alors même que d'autres qui, par exemple, peuvent être à proximité d'une centrale nucléaire finalement et qui ont aussi potentiellement des désagréments, pas qu'en termes visuels, puissent avoir ne puissent pas, eux, avoir des tarifs préférentiels. Donc, on peut penser à d'autres formes de compensation financière. L'idée, c'est de dire, en tout cas, il faut essayer de chercher à limiter les impacts négatifs des projets renouvelables pour favoriser l'acceptation. Donc là, on est vraiment sur plutôt un syndrome de pas de projet à proximité de chez moi. C'est le fameux phénomène du NIMBY, mais l'opposition aux énergies renouvelables recouvre des choses un peu plus profondes parfois. L'autre façon de renforcer l'acceptabilité, c'est évidemment d'agir sur le levier de l'information des citoyens vis-à-vis à la fois des impacts du changement climatique, mais pas en termes généraux, plus en termes locaux et des impacts avant tout nationaux et locaux du changement climatique, communiquer sur l'efficacité des mesures qui sont mises en œuvre pour réaliser cette transition et sur les réductions d'émissions que ça va entraîner, sur l'augmentation, la réduction des dégradations environnementales qui vont être associés, les effets distributifs que ça implique, à la fois vis-à-vis des ménages
eux-mêmes qui sont ici sondés, mais également des ménages les plus précaires. On voit notamment en France que c'est un point qui est important. Il y a une étude qui a été publiée récemment par le Conseil d'analyse économique qui montre qu'effectivement, lorsqu'on va communiquer les avantages de ces projets, on va favoriser l'acceptation des citoyens. Alors, on me dit que j'ai atteint la limite, je crois déjà, donc je vais peut-être un petit peu accélérer la cadence. L'autre point qui est important, et on le voit dans le graphique en dessous, c'est que l'acceptabilité des projets peut être fortement améliorée par l'utilisation des revenus de la tarification carbone pour accompagner notamment les ménages modestes ou pour financer des politiques vertes. Et donc ici, on voit qu'à la fois les ménages vont être dans la partie bleue plutôt sensibles aux actions environnementales qui vont pas directement impacter leurs contraintes budgétaires et qui vont plutôt aller viser sur les taxes sur les billets d'avion qui sont des systèmes plus progressifs de fiscalité, l'obligation de rénovation pour les propriétaires qui là aussi vont pas directement impacter les ménages qui habitent dans des passoires thermiques et qui sont locataires. Donc voilà, plutôt ce qui va moins directement impacter leurs contraintes de déplacement ou leurs contraintes budgétaires. Et on voit ensuite ce qui va favoriser au contraire vraiment l'acceptation, c'est la partie en vert, c'est lorsqu'on va mettre en place des contreparties qui vont leur permettre d'avoir des compensations financières sous forme de baisse des impôts, sous forme de plus de services publics aussi, de plus de transports, on le voit dans les zones rurales, bref, tout ce qui va créer de la dynamique dans les territoires, de l'emploi, des services publics, tout ce qui va permettre de réduire le coût de ces mesures qui potentiellement ils vont subir, etc. L'autre nécessité, c'est de concilier la transition écologique et la justice sociale. Je vais développer rapidement, mais il y a, pour faire simple, trois grandes sources d'inégalités socio-environnementales des ménages modestes, qui touchent les ménages modestes vis-à-vis de cette transition. La première, c'est qu'ils sont généralement plus fortement exposés aux dégradations environnementales et aux pollutions. Pourquoi? Puisque souvent les ménages modestes se concentrent dans des zones où il peut y avoir de la pollution et des dégradations environnementales qui sont fortes. On pense notamment aux zones urbaines. On pense évidemment aussi aux territoires d'outre-mer où parfois la précarité peut être importante. Et donc on va, par ces politiques, accentuer finalement l'absence de ces politiques plutôt va accentuer pardon, cette précarité, cette exposition aux dégradations environnementales. Les ménages modestes, ils ont une empreinte carbone qui est beaucoup plus faible que les ménages aisés. Alors, en moyenne, il peut y avoir des cas opposés. Si on prend un ménage rural précaire qui a malgré tout un véhicule thermique, il va avoir une empreinte carbone qui sera peut-être plus importante qu'un ménage aisé dans une ville qui a des transports en commun. Mais globalement, en moyenne, l'empreinte carbone a tendance à s'accroître avec le revenu, mais le revenu va augmenter plus rapidement que l'empreinte carbone, ce qui fait que les politiques de transition vont impacter plus fortement les ménages modestes parce qu'elles vont les conduire à réduire leurs émissions, alors même que les revenus progressent plus rapidement que les émissions. Et par ailleurs, il y a un effet antidistributif, ces politiques de transition plus généralement, qui va frapper les ménages précaires et les ménages ruraux, puisque les ménages précaires et ruraux ont une consommation d'énergie qui va être certes, pour les ménages précaires en tout cas plus faible, mais qui en proportion de leurs revenus va être plus importante. Et on le voit sur le graphique de droite ici, les ménages précaires qui sont tout à gauche, le premier décile, ils ont une consommation d'énergie qui représente jusqu'à 20% de leurs revenus disponibles, alors que si on prend le 10e décile, c'est seulement 3%. Donc dès lors qu'on va renchérir le coût des énergies fossiles par la tarification carbone, on va frapper plus durement en proportion les ménages modestes. Et donc il faut tenir compte de cet effet antidistributif des politiques de transition énergétique pour mettre en place des mesures d'accompagnement ciblées. Et c'est le dernier point que je voulais développer. Donc, l'avantage des politiques de tarification carbone, c'est qu'on va pouvoir recycler une partie de ces recettes de la tarification carbone pour accompagner les ménages les plus modestes, les plus précaires dans la transition. C'est ce qu'on appelle finalement les dividendes climat. Les économistes recommandent généralement de recycler les recettes de la taxe carbone pour réduire les impôts qui pèsent, les prélèvements qui vont peser sur les facteurs de production, le travail de capital, c'est ce qui permet de générer un double dividende, puisqu'on va avoir des effets macroéconomiques qui sont intéressants. Par contre, on peut mobiliser une partie de ces revenus carbone également pour accompagner les ménages les plus modestes. C'est ce qui a été fait de manière très imparfaite lors des Gilets jaunes. Et puis, par ailleurs, le chèque énergie ne permettait pas de couvrir la mobilité. Et les Gilets jaunes se sont construits quand même sur l'agrégation des Gilets jaunes, c'est fait par la mobilité. Et donc, on voit bien que cette question du recyclage des recettes carbone, c'est l'un des points importants de la réussite de cette transition, en tout cas dans son volet social. Ce n'est pas le cas avec les normes, puisqu'avec les normes, autant on peut avoir des coûts de conformité, d'adaptation à ces normes qui sont élevés,
autant les normes ne permettent pas de dégager des recettes et donc de financer ces mesures d'accompagnement. Et lorsqu'on en est dans un point où finalement les recettes publiques sont, et le budget de l'État est très contraint, bon, évidemment, tout ce qui va permettre de relever, de générer des recettes pour pouvoir accompagner les ménages, c'est plutôt positif. Donc, il peut y avoir des effets néfastes des politiques de transition, et notamment celles qui mettent en place des tarifications carbone, mais pas que, puisque les normes également sur les ménages les plus précaires, mais elles permettent, ces politiques de tarification, de lever des fonds pour accompagner les ménages les plus précaires. Et on le voit sur les graphiques ici, hein, les aides à la rénovation énergétique et les aides à la mobilité sont de plus en plus ciblées sur les ménages, soit elles leur sont réservées, soit elles sont plus importantes quand elles sont à destination ces aides des ménages modestes. Et on le voit, alors c'est un peu petit ici, mais sur le graphique du haut, on voit que finalement sur le premier décile, ce qui reste à charge pour le premier décile, lorsqu'on va mettre en place enfin c'est le ménage le très modeste ici qui est à gauche, lorsqu'on va financer une action ici de pompe à chaleur, de rénovation, d'isolation plus mise en place de pompe à chaleur, le reste à charge est très faible et ce reste à charge qui est la partie ici en brun, ce reste à charge va avoir tendance à croître à mesure qu'évidemment on est sur des ménages avec des maisons plus importantes, de taille plus importante et des revenus plus élevés puisque les aides vont se réduire drastiquement. C'est moins net dans le cas du véhicule électrique. Pourquoi c'est moins net dans le cas du véhicule électrique où on voit que le reste à charge est plus important, tout simplement parce que finalement dans le véhicule électrique, le coût d'achat des véhicules électriques est encore important et les aides ne sont pas suffisantes pour baisser drastiquement ce reste à charge. Il reste à développer dans le cas du véhicule électrique toute une économie finalement de secondaire, tout un marché de l'occasion pour pouvoir permettre aux ménages les plus modestes de pouvoir basculer à l'électrique. Et tant qu'on n'aura pas ces alternatives-là accessibles, évidemment, ça fait qu'une partie des ménages n'auront pas la possibilité de changer de leur comportement, d'adopter les nouvelles technologies moins polluantes lorsqu'on met en place une transition, mais ils risquent de rester exclus de cette transition bas carbone. Donc voilà, rapidement, en conclusion, l'implication des citoyens, c'est la condition finalement indispensable à la réussite de ces politiques de transition. Les discours généraux, un peu comme ceux que j'ai fait en introduction sur le changement climatique, suffisent pas à permettre cette acceptabilité. Ils peuvent même être contre-productifs lorsqu'on va verser dans le catastrophisme, qui est vraiment assez contre-productif, puisqu'on décourage les gens à agir. Et il faut au contraire communiquer sur une information qui soit claire sur la légitimité des actions mises en œuvre, leur impact au niveau local, les efforts qui sont demandés aux ménages, et assurer un partage plus équitable des bénéfices entre les acteurs. Une des clés de cette politique d'acceptabilité, on l'a vu, c'est dans la prise en compte de critères de justice sociale et dans le renforcement des aides ciblées sur les ménages précaires qui demeurent encore insuffisantes. Et enfin, voilà, les normes et les mesures réglementaires, elles peuvent avoir des coûts cachés, comme on le voit avec les ZFE ou d'autres mesures, qui peuvent accroître les phénomènes d'exclusion et de précarité énergétique. Et je m'arrête là puisque je crois que j'ai atteint mon quota. Merci beaucoup, Boris, pour ce panorama et ce survol effectivement des enjeux énergétiques, hein, globaux à travers le monde et des solutions ou des orientations qu'on pourrait prendre pour justement associer davantage le consommateur, hein, justement à aller dans ce sens-là sans le culpabiliser et en ayant une justice sociale qui permet à tout à chacun, selon ses revenus, de pouvoir malgré tout participer à cette transition énergétique. Alors, donc, certains ont posé une question, donc une question de Lucas qui dit, est-ce que les scénarios que nous a présentés prennent en compte l'actualité, notamment peut-être la nouvelle posture des États-Unis vis-à-vis de l'écologie? On a vu C'est qu'il une y a eu un excellente changement de question. présidence, voilà. Est-ce qu'il y a déjà, on sent un impact positif ou négatif de cette C'est une présidence? excellente question. Non, effectivement, les scénarios là, qui datent de l'an dernier ne prennent pas en compte ni le changement de contexte international et les contraintes budgétaires qui sont de plus en plus fortes, ni évidemment le changement de majorité aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump qui effectivement change la donne, puisque au-delà des positions de posture et du fait que les États-Unis potentiellement vont se retirer de l'accord de Paris, comme ça avait été fait finalement à la toute fin du mandat de Donald Trump, parce qu'il fallait à l'époque 4 ans pour sortir de l'accord de Paris, il y a tout ce détricotement de déjà la connaissance scientifique sur le climat et des services que procurent les instituts scientifiques américains et l'effet d'entraînement que ça peut potentiellement avoir sur le reste de la collectivité. On voit que beaucoup de pays sont en train de réviser leur politique climatique. La tentation, évidemment, c'est
de réduire les ambitions lorsque on est dans une période de crise, comme on est en train de la traverser. La tentation est forte de faire passer à la trappe, hein, les engagements climatiques qui, à court terme, génèrent des coûts importants à la fois pour les collectivités et pour les ménages et les entreprises. Donc non, on n'a pas encore tenu compte de ça. On le sera l'an prochain, puisque l'an prochain, à l'occasion de la COP de Belém, on va réviser ces trajectoires. Donc on en sera un peu plus sur les engagements des États. Quels seront les nouveaux engagements qui seront pris? Est-ce que on est sur une course au moins 10 ans ou est-ce que l'effet de Trump va s'estomper? Ce qui est peu Donc, probable. Ok, merci Boris. Pour information, hein, lors de la COP 30 à Belém, hein, il y aura sûrement un pavillon. On est en train de regarder un pavillon de la Guyane, hein, puisqu'on est au cœur de l'Amazonie, avec peut-être des activités et des spécificités vraiment du territoire. On essaiera d'intégrer ça. Une deuxième question que je vais un peu élargir, un certain pays comme l'Inde, par exemple, ont mis en place un tarif progressif ou tarif social de l'électricité, c'est-à-dire les premiers kilowattheures dépensés coûtent très peu cher, et au fur et à mesure qu'on consomme de l'énergie, du kilowattheure, ben, ce coût unitaire pour les kilowattheures supplémentaires devient de plus en plus important. Et c'est une manière pour les États de faire peu participer les gens qui ont peu les moyens de consommer et ceux qui ont beaucoup de machines ou qui les consomment beaucoup, de les faire payer davantage. Et du coup, ben, en rebond à cette question, à la question de Rémi, c'était pourquoi est-ce que l'attribution d'une somme monétaire est préférable à la mise en place de ces tarifs progressifs? C'est une très bonne question. Les tarifs progressifs peuvent être très intéressants, notamment dans les systèmes de distribution de l'eau. Dans l'électricité, c'est plus complexe. Généralement, enfin, il y a plutôt un consensus parmi les économistes pour considérer que ça peut avoir des effets distorsifs sur les tarifs progressifs vraiment, notamment parce que dans l'électricité, il y a la question de la temporalité de la consommation qui se pose. Dans la mesure où on doit pouvoir assurer l'équilibre entre l'offre et la demande en permanence, les personnes qui vont consommer peu d'électricité ne les consommeront pas forcément au bon moment. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les premiers kilowattheures qui sont les moins coûteux pour le réseau. Et donc, il y a une logique de plutôt envoyer les bons signaux tarifaires de rareté via les prix de l'électricité, faire en sorte que les ménages paient le prix de l'électricité plutôt que d'avoir des services qui sont fournis de manière gratuite ou quasi gratuite pour une partie de leur consommation et par ailleurs de leur verser des sommes monétaires qui vont pouvoir disposer comme ils veulent. Alors, c'est un peu l'idée du chèque énergie. On a supprimé les tarifs sociaux qui permettaient d'une certaine façon d'avoir sur une partie de leur consommation des tarifs qui s'étaient réduits, même s'il n'y avait pas la progressivité qui avait été mise en place ensuite. Mais la contrepartie de la suppression de ces tarifs sociaux, c'était le chèque énergie. Le problème du chèque énergie, c'est que les gens ne savent pas forcément bien comment l'utiliser. Il n'est pas toujours automatique. Parfois, ça a été le cas par le passé, il a été distribué de manière automatique en fonction des ressources déclarées. Parfois, il fallait en faire la demande. Tous les ménages, d'ailleurs, ne font pas de déclaration d'impôt. Les ménages ne sont pas forcément au courant de l'existence de ces dispositifs. Quand ils les ont, ils ne savent pas forcément comment les utiliser. Ils oublient de les transmettre. Et donc, c'est plus efficace de leur faire un virement via un crédit d'impôt et d'une somme d'argent qui, certes, sera peut-être pas forcément réservée à la consommation d'énergie, mais qui permettra de compenser l'impact de la politique climatique sur le coût de l'énergie qu'ils utilisent. Donc, dans l'électricité, voilà, les études montrent par ailleurs que les ménages ne savent pas très bien réagir à ces signaux moyens sur les tranches de consommation. Et alors, ce qu'ils regardent, c'est la facture annuelle moyenne qui divise par leur consommation et pas tellement les changements de tranche. Ok, merci Boris, effectivement, c'est plus clair comme ça. Alors, on a une autre question de Teddy, alors je te la lis, hein. L'acceptation sociale, qui peut être longue, peut-elle être un frein à une mise en place durable d'innovation sociale? Euh, dans quel sens l'acceptation sociale peut être un frein à l'innovation sociale? Euh, je, Je ne J'essaie sais de pas, réfléchir, Teddy, oui. tu veux développer un petit peu peut-être pour permettre à Boris de Pour m'aider, répondre? Oui, en fait, bonjour c'est Teddy. surtout. Bonjour Boris. Tu as parlé tout à l'heure d'acceptation sociale, le fait que donc il y a plein de choses qui arrivent et que bon ben ça a du mal à être assimilé. Mais en fait, en même temps, on essaie de mettre en place pas mal d'innovations sociales et il y a plein d'appels à de l'innovation sociale. Alors, je me dis, est-ce qu'à un moment, euh, ça va pas être un frein vraiment à ça, ou bien à un moment, il y a un qui va plier, c'est-à-dire qu'à un moment, on va devoir y aller. Il faudra bien y aller. C'est dans ce Je sens-là. pense qu'il y a,
Je pense qu'il y a deux échelles en fait. Merci beaucoup. Il faut raisonner à l'échelle plus macro et à l'échelle plus micro, aux deux échelles. À l'échelle macro, il peut y avoir une opposition un peu systématique à des politiques qui vont être perçues forcément comme punitives et comme facteur de restriction des libertés pour les individus. Et là, il va falloir effectivement faire en sorte que les ménages ils aient une meilleure information, qu'ils perçoivent beaucoup plus les bénéfices les concernant de cette transition, qu'ils soient accompagnés dans le coût de cette transition, qu'on leur propose des alternatives qui soient disponibles à des coûts qui sont similaires à ce qu'ils connaissent, que ça n'aggrave pas la précarité énergétique, etc. Tout ça, ça va participer à accélérer l'acceptabilité de la transition et de la mise en place de la transition. Maintenant, au niveau local, on le voit, il y a un rejet important des projets. Et c'est là où peut-être on a le plus besoin de développer des solutions d'innovation sociale qui passent par l'information, mais qui passent aussi par de la gouvernance, qui passent par une appropriation des projets, par une compréhension des intérêts du projet, par l'adaptation des projets aux contraintes locales des territoires et pas simplement un projet qui arrive là, ben, on ne sait pas pourquoi d'un coup il y a un champ d'éoliennes ou un champ de panneaux solaires qui pousse, on ne sait pas où va aller cette électricité. Les gens, ils n'ont pas forcément voilà, la connaissance des contraintes qu'il peut y avoir territoriales, si on va rajouter des lignes électriques ou si on va rajouter des panneaux solaires ou autres. Est-ce que ça fait sens dans la construction de l'équilibre de la région? Donc, tout ça, je pense qu'on a besoin là-dessus d'innovation sociale pour faire en sorte que les gens comprennent cette transition, se l'approprient, en deviennent acteurs et sachent mieux aussi comment se positionner par rapport à ça, comment réagir par rapport au changement d'usage de l'énergie, quel comportement adopter, etc. Donc en ce sens, je pense qu'on a besoin des deux en fait pour faire simple. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Anthony. Si, très bien. Boris, une question. Au moment, je crois, sur un des premiers slides, je ne sais plus si c'était le 6 ou le 7, c'est celui où on voit effectivement celui d'après, peut-être le 8 alors. Voilà. On a l'impression, alors du moins c'est la lecture que j'en avais, que le gain est apporté principalement par de l'efficacité énergétique, ce qu'on voit en jaune sur le graphe de droite, ou sur l'électrification des usages, ou un mix énergétique beaucoup plus renouvelable, j'ai envie de dire. Par contre, on voit que la part due au comportement est relativement faible. Oui, en fait, toute cette partie-là, c'est les gains énergétiques qui vont être actionnés à l'horizon 2030 dans les différents scénarios. Ces gains sont pour l'instant très faibles et évidemment, le message, c'est que c'est là où il va falloir être plus important. Ces gains sont permis, comme tu l'expliquais effectivement, à la fois par les technologies, les matériaux, par le recours à l'électrification et les renouvelables aussi, mais ça rentre dans la substitution de la production fossile par de la production renouvelable, par de la consommation fossile, par la consommation renouvelable qui se substitue à la consommation fossile. Une toute petite partie par le behavior, c'est vrai qu'elle est un peu surprenante au départ, mais en gros, c'est la partie conscientisée de ce que je comprends des changements. C'est-à-dire qu'une grande partie des gains d'efficacité vont se faire de manière automatique pour les gens, ou en tout cas pas perceptible, tel que le présente l'AIE, mais quand même une vision assez technologique de la transition. Le côté changement conscient des comportements, le fait que voilà, avec une voiture électrique, peut-être je me déplacerai moins qu'avec une voiture thermique. C'est pas remplacer une voiture électrique, une voiture thermique par une voiture électrique pour faire la même distance tous les jours et prendre ma voiture. C'est changer de comportement, prendre un peu plus le vélo lorsque je vais chercher, je vais faire 2-3 courses dans le coin plutôt que de prendre ma voiture. C'est un peu ça, à mon sens, le changement de comportement. C'est aussi changer la, la, la consigne sur le thermomètre. C'est-à-dire, on va chauffer plutôt à 19 que chauffer à 21 ou 22, ou mettre la clim, puisqu'on est dans le contexte guyanais, mettre la clim plutôt à 25, 26 qu'à 20 ou à 19. Ok. Donc là, tu vois, c'est cette partie des changements de comportement qui sont des changements, voilà, c'est de la sobriété énergétique. Pour moi, c'est cette partie-là, le behavior. D'accord. Ok. Alors, je vois qu'on approche de 18 heures en Guyane, donc 23 heures sur la France hexagonale. Est-ce qu'il y aura encore peut-être une dernière question, soit à l'écrit, soit à l'oral, hein, n'hésitez pas.
à prendre la parole. Laissez passer quelques secondes. Personne n'est en train d'écrire. OK. Bon, ben, je vais vous remercier tous pour votre participation active, hein, à ce webinaire sur l'innovation sociale. Encore une fois, grand merci à toi, Boris, pour avoir animé Avec plaisir. ce point. Merci à tous pour vos questions qui étaient très pertinentes, hein, sur effectivement la difficulté à mettre en œuvre, j'ai envie de dire, cette transition énergétique, qu'elle soit acceptée par le plus grand nombre, que le plus grand nombre puisse aussi justement se sentir investi et acteur de ce changement qui est bon pour la planète. Donc, comme je l'ai dit, ce webinaire est enregistré. Boris va nous partager également sa présentation et donc, ben, pour ceux qui voudront le revoir à l'occasion, dans le cadre du préparation au hackathon du 23 et 24 mai, ben, vous aurez l'occasion de vous replonger dans les échanges et dans les supports de présentation. Voilà. Merci à Merci beaucoup, tous, Roland. encore Merci une à fois, tous. et très bonne fin de journée ou bon début de soirée à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Merci.